Le numéro de votre magazine kiosque de ce vendredi 12 décembre 2025. Merci de rester fidèle à votre chaîne à travers les analyses de kiosque avec des invités, bien sûr. Et ce matin, nous en avons trois. Il y a Philippe Kazadi, Félicien Bironga et Serge Ntseka. Avec eux, nous allons parler de l'incursion d'Ouvira par les rebelles FCM 23. Alors, quelle option prendre face à la poussée du M23 pour désamorcer cette crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo? Les réponses, vous les aurez avec nos invités. Entre-temps, l'Union sacrée appelle à une marche le vendredi 19 décembre 2025 au sujet justement de cette incursion de rebelles M23 à Ouvira. Que pensez-vous de cette initiative? Ce sont les invités qui vont répondre à cette question. Il y a encore une autre initiative des députés membres de l'Union sacrée qui seront devant l'ambassade des États-Unis pour exiger des sanctions contre le Rwanda, des sanctions qui ont été demandées aussi par Kinshasa après le Conseil de ministres restreint tenu hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont là des sujets, vous aurez des réponses avec nos invités. Et cette déclaration du président américain Donald Trump qui fait grand bruit dans la toile. J'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous aimerions que vous veniez prendre nos minéraux et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump et cette déclaration de Donald Trump fait grand bruit. Vous aurez des analyses à ce sujet de nos invités dans ce plateau des kiosques. Félicien Bironga, bonjour. En forme? C'est votre première participation à kiosque? Non, sauf qu'on s'est mis un peu de la retenue pendant un moment, mais nous voici à nouveau. Il y a 3 ans de cela que nous étions encore une fois face à la télé. Ah, merci. Merci beaucoup, madame. Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour, madame. Je salue mon co-débatteur. Je crois que nous allons quand même participer par nos idées à l'édification d'un Congo fort, un Congo prospère, un Congo où il fait beau vivre, malgré l'agression rwandaise que nous décrions jour et nuit. Mais nous gardons quand même espoir que demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Dans l'attente de Serge Ntseka qui va également nous rejoindre ici dans ce plateau. Alors, nous commençons par cette déclaration de Trump, parce que déjà, ça a enflammé la toile. Hein, oui. La déclaration de Trump, je la cite encore, j'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous aimerions que vous veniez prendre nos minéraux. Et c'est ce qu'on va faire. Il était sûrement face aux républicains. Hein. Sûrement. Trump, ouais. Madame, je crois qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux dans ce petit message-là. D'abord, Donald Trump continue à dire qu'il a mis fin à la guerre au Congo. Alors que tout le monde sait, même l'ambassade des États-Unis au Congo sait, que le M23 et le Rwanda continuent leur progression dans l'est de notre pays jusqu'à aujourd'hui à occuper Ouvira. Alors, je ne sais pas de quelle fin de guerre parle Donald Trump. Apparemment, lui, il est dans un autre monde. Et nous, nous sommes dans notre monde. Notre monde où nous souffrons. Notre monde où nous enregistrons des morts. Notre monde où nous enregistrons de déplacés. Et lui dit qu'il a fini la guerre. Jusque-là, il n'y a ni fin d'hostilité, il n'y a ni cessez-le-feu qui soit respecté. Alors, moi, déjà, le premier niveau dans son propos, c'est ça. Quand il dit qu'il a fini la guerre au Congo et le Rwanda, c'est faux. Il a menti publiquement. Deuxième niveau, quand il dit qu'ils sont venus, ils sont venus me dire, s'il vous plaît, M. Trump, venez prendre nos minéraux. Voilà encore une bêtise. Je suis très énervé contre ce président. Je suis tenté de l'appeler farceur. C'est pas possible. Donald Trump.
Donald Trump n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Nous sommes venus lui dire, venez prendre nos minéraux. Est-ce que les Congo est allé dire à Donald Trump de venir prendre nos minéraux? Ou le Rwanda est allé dire à Donald Trump, venez prendre nos minéraux? Les Rwandais encore qui n'ont même pas de minéraux. Donc nous, sachant que le Rwanda n'a pas de minéraux, quand il dit ça, donc il s'adresse aux Congolais. Donc c'est les Congolais qui sont allés lui dire, non, monsieur Trump, s'il te plaît, viens prendre nos minéraux. Nous sommes allés faire un deal. Minerai contre paix. Minerai contre paix. C'est différent, c'est différent de ce qu'il dit. Mais c'est justement différent. Minerai contre paix. Oui, c'est justement différent. Nous sommes pas allés lui dire, monsieur Tom, s'il te plaît, viens prendre le minerai. Et repart. Nous sommes allés lui dire, ce que vous recherchez jour et nuit, nous on en a. Ok? Mais nous on a aussi nos problèmes. Aidez-nous à résoudre nos problèmes et prenez ce que vous recherchez chaque jour. Est-ce que ça c'est vraiment une manière d'aller les supplier? Non, s'il te plaît, monsieur Trump, viens prendre le minerai. Et voilà comment il présente les choses. Il a dit, après, j'ai réussi à ramener la paix entre la RDC et le Rwanda et c'est au finish. C'est déjà faux qu'il a ramené la paix. Et donc c'est aussi faux aussi qu'il va prendre le minerai. Et le troisième niveau, c'est quand il dit, la dernière phrase, c'est ce que je vais faire. Donc il va venir prendre le minerai. Mais il ne viendra pas nous aider. En tout cas, moi je ne suis pas... c'est depuis toujours, je le dis ici, que la guerre finira lorsque les Congolais s'attendront et lorsque les Congolais, l'État congolais aura une armée dissuasive et que nos forces de sécurité sauront endiguer toute agression ou tout mal qui peut nous atteindre. Sans cela, ça ne sert à rien. Parce que, madame, il n'y a aucun militaire américain, je dis bien aucun, qui viendra au Congo et mourir pour nous. Aucun. Comment les entreprises américaines viendront-elles s'installer dans une zone où l'État congolais ne sait pas assurer la sécurité? Ça veut dire quoi? Que des entreprises américaines en venant chez nous viendront avec les militaires, viendront avec les services de renseignement. Mais non. Mais qu'on ne se trompe pas parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des entreprises américaines dans les zones occupées. Ça existe. Mais eux, ils ne sécurisent que leur carré minier, c'est tout. Et à temps de notre Trump, j'ai bien peur qu'il reste dans cette logique-là, de venir prendre le minerai. N'oubliez pas que le jour de la signature de cet accord, il était le seul à dire non, si l'accord est mis en œuvre, nous gagnerons tous beaucoup d'argent. Nous, on se soucie de nos morts, on se soucie de notre territoire qui est envahi. Lui, il nous dit on va gagner beaucoup d'argent. Attendez, je crois que cette communication devrait révolter plus d'un. Les Congolais doivent se tenir debout pour dire non à ce type de communication, mais surtout faire pression sur nos autorités, parce que en définitive, notre avenir est entre leurs mains. C'est elles qui doivent décider, c'est elles qui doivent prendre des mesures exécutoires. Nous n'allons pas, comment je vais dire, sous-traiter notre sécurité nationale. C'est impossible. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité nationale. On ne peut pas sous-traiter notre avenir. Alors imaginons qu'aujourd'hui, qu'il soit établi définitivement que Trump est en complicité avec le Rwanda. Que deviendrait le Congo? Que deviendraient les Congo? Parce que ce n'est pas impossible. Tel qu'il présente les choses là. Et à lire l'attitude de deux chefs d'État les jours de la signature. Je reviens encore sur ça. On en a déjà débattu ici. Ça prouve, madame, que la paix n'est pas encore proche. La paix est loin. Et c'est au Congolais, c'est au président de la République, c'est au gouvernement congolais d'assumer ses responsabilités et de mettre tous les moyens en œuvre pour que nos FARDC soient en mesure de combattre l'ennemi. On n'a pas quelqu'un d'autre, on n'a pas une autre armée qui puisse défendre l'intégrité de notre territoire. C'est seulement les FARDC, même pas les Wazalendo. Ce sont des civils. Je ne crois pas en eux. Il n'y a que le FARDC, il n'y a que nos services d'intelligence qui doivent faire le travail pour que la paix soit définitive dans notre pays.
Voilà, ce que je retiens de Philippe Kazadi, c'est que ce sont des faussetés, c'est que Donald Trump... Mais il a tout faux. Mais lisez, phrase par phrase, vous allez comprendre. La guerre n'a pas fini. Deux, nous n'avons pas demandé de venir prendre nos minéraux. Nous avons fait un deal, et le deal, c'est pas viens prendre. Et en troisième lieu, il ne viendra pas prendre les minéraux. Il a fait ça pour faire plaisir au public. Je ne sais pas, mais ça traduit la nature d'homme qu'il est. Je lisais hier, je crois qu'il a entrepris 26, ouais, si ma mémoire est bonne, 26 médiations depuis qu'il est au pouvoir, mais aucune n'a abouti. Aucune n'a abouti. Donc on se leur pas chez nous. Félicien Birunga, quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration de Trump qui fait grand bruit? La déclaration de Trump a été si claire. Trump ne peut que redire, en fait, de ce qu'on lui a proposé. Partant de ce que mon débatteur de tout à l'heure venait d'annoncer, partant de ce qui est faux, mais moi je vous dirais que ça pourrait être vrai. Comment au niveau de Trump, à son niveau en tant que président des États-Unis d'Amérique, se mettre devant tout le monde, à la face du monde entier, et dire de tels discours? Je suppose qu'il n'a fait que redire ce qui était dit dans les huis clos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voilà, Trump vient, récupère ce que tu as, récupère. Moi, je ne dirais même pas de minerai, je dirais, viens prendre ce que tu veux. Est-ce que dans l'accord signé Washington... Mais je vous dirais que dans l'accord, jusqu'à présent, si vous êtes en train de voir l'accord, on venait de le dire tout à l'heure ici, il n'y a rien de concret. Oui, il a mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Une question qui est incidentielle. Quand est-ce qu'il y a eu guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Je n'en sais pas. Parce que, madame, s'il y avait eu bien la guerre, on allait voir les deux chambres du Parlement réunies en congrès, ainsi que nous allons y déclarer la guerre. Depuis que le M23 occupe nos territoires, nous n'avons pas encore vu les chambres réunies en congrès pour nous informer de ce qui est la guerre. C'est la Constitution qui le dit. Mais dire qu'il y a guerre entre les Congo et les Rwanda, ce sont des absurdités. Moi, je dirais au contraire, il y a un groupe de gens révolutionnaires qui sont en train actuellement de revendiquer ce que leurs ententes passent pour être concluses. Moi, je vous demanderai une chose, madame, que cela revienne à la population. Comment est-ce que nous pouvons aller parler avec le Rwanda alors que les questions qui ont été émises à Doha n'ont pas été résolues? Les Rwandais devaient venir à la fin, qualifiés peut-être comme l'apanage des facilitations, soit des passations des armements, soit des passations des renforcements, quid de tout cela viennent. Il nous parle qu'il viendra récupérer le minerai au Rwanda et au Congo. Le Rwanda n'a pas de minerai. Il n'a pas bien situé les lieux où il sera. Mais il a bien dit, j'ai mis la paix, on m'a dit de venir prendre les minéraux. Qui ne sait pas quel minerai n'est qu'au Congo? Et c'est vrai, selon vous, ces déclarations? Il a dit ce qu'on l'avait proposé. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien d'autre. Il n'a dit que ce qu'il a été proposé à son égard. Mais laissez-moi vous rappeler une chose, madame. La signature de l'accord qu'il y a eu à Washington, cela ne fait pas encore trait à la population congolaise, parce que l'article 214 donne accès et la seule apanage à l'Assemblée nationale réunie en Congrès avec le Sénat, afin que cela puisse être émis sur une loi. Tant que cela n'a pas encore été fait, je dirais qu'on pourrait avoir un jour le retour de celui qu'on appelle Vital Kamerhe, si vous vous en souvenez. Cela lui avait même coûté sa chaise du président de l'Assemblée nationale à l'époque. Je m'attends également que cela soit la même chose à notre actuel président de l'Assemblée nationale, de nous garantir à cela, parce qu'ils doivent rendre cela à une loi afin que Trump, de se dire, puisse bénéficier de ce qu'il a dit sur une loi. Je pense que cela sera clair et la population sera contente, parce que ceux-là seront nos représentants qui ont accepté à cela que cela soit fait. Au cas contraire, je dirais que tout ce que nous avons fait à Washington n'était que des aventures. Et c'est vrai ce que Trump a dit. Trump n'a dit que ce qui lui a été proposé. Il nous est révélé. Voilà. Merci Félicien. Birunga, Siantseka est là. Siantseka, votre point de vue également par rapport à cette déclaration de Trump, j'ai restauré la paix entre le Rwanda et la RDC, ils m'ont dit venez prendre les minéraux. Siantseka, bonjour et vous entrez directement dans la question.
Bonjour madame, bonjour aux amis, bonjour aux téléspectateurs. Nul besoin de répéter que nos prévisions, nos agendas sont bouleversés, notamment par les embouteillages imprévus. Alors, toutes nos excuses quant à ce. Trump est sur un schéma qui voudrait, in fine, se présenter comme l'homme de la paix. C'est lui qui a trouvé des solutions, là où même l'ensemble des concerts des nations, les Nations Unies n'ont pas pu. Et il travaille sur des éléments, des laboratoires, sur le rapport des experts, sur des contacts qu'il prend, mais qui malheureusement ne cadre toujours pas avec la réalité des terrains. Vous avez vu l'enthousiasme avec lequel il avait reçu les deux présidents rwandais et congolais, RD congolais. Vous avez vu l'enthousiasme qui s'en est suivi ici à Kinshasa, l'accueil triomphal, les déclarations politiques, pour ne pas citer Mbata et les autres. Mais à l'échelle du terrain, à l'échelle de la réalité, cela n'a pas correspondu. Donc il se pose un problème. C'est-à-dire, je regarde, je fais un zoom sur la situation. Il y a d'une part des gens qui sont sur un schéma susceptible de conduire à la paix intégrale et même à un essor économique entre les communautés, mais d'autre part sur le terrain, les statu quo. Au contraire, plus que les statu quo, la situation semble s'empirer et que à quelques jours de la signature, tout ce qu'on s'était dit, et à Doha, et dans toutes les capitales africaines, et à Washington, s'écroula comme un château de cartes. Alors il se pose un problème. Quel est l'élément qui a manqué? Au-delà des discours, c'est-à-dire, je pose des discours, je pose le meeting des salons à la réalité du terrain. Aujourd'hui, qui peut prendre la responsabilité de ce qui se passe à Uvira? Est-ce le Rwanda? Est-ce le M23? Est-ce que là, on doit dissocier le M23 du Rwanda? Parce que quand on écoute le président Kagame, il semble ne pas savoir ce qui se passe à Uvira. Il se dédouane carrément. Et du côté des Nanga, silence radio. Et pourquoi je dirais cette animosité? Parce qu'à la fin, quand ils arrivent, ce qu'ils font à la population, ce n'est pas dans le strict respect des droits de l'homme, des droits humains. Donc, est-ce le problème? Doit-on punir la population? Doit-on gérer ces entités récupérées avec, de manière vindicative? Je ne sais pas. Donc, je voudrais dire ici, pour recentrer un peu les choses, que le politique doit faire un effort d'arrimer leur discours sur la réalité du terrain. Parce que souvent c'est en dichotomie, souvent c'est en contradiction, et souvent ils sont informés par qui? Les experts qui descendent sur le terrain se fondent sur quoi? Ou les interlocuteurs qui vont à leur rencontre ne sont pas sincères. Autant d'hypothèses que nous pouvons avancer, où les interlocuteurs ne sont pas sincères. Quant à leurs paroles et leurs intentions, ils disent une chose, ils en font une autre, ou certainement ils ont de réalités différentes de ce qui... Nous sommes dans la déclaration de Trump, là vous prenez le volet fin de la guerre, mais ce qui a choqué plein de Congolais, c'est ils m'ont dit de venir prendre les minéraux. Les gens l'interprètent de plusieurs manières, bradage des minéraux. Est-ce qu'on doit minimiser ces propos de Trump, comme a dit Félicien, que c'est vrai ce qu'il a dit, c'est peut-être ce qui s'était dit à Washington? Non, c'est vrai qu'ici, nous aimons trop les débats, nous aimons trop spéculer, parler français. Trump, et il s'en est jamais caché, revient en RDC pour faire des affaires. S'il a pris l'initiative d'imposer, entre griffes, cette paix-là, c'est pour permettre aux États-Unis de faire la guerre. Et tous ceux de pays voisins qui sont actifs sur le terrain puissent trouver un cadre pour formaliser ces échanges-là, parce que, je crois, c'est le président Sarkozy qui avait dit, qu'il avait déjà dit, que les richesses du Congo devaient profiter aussi aux pays voisins. Normalement, même sans cela, dans le cas de ces PGL,
il y a eu des projets d'intérêt commun, c'est-à-dire que si nous avons quelque chose, ça peut profiter aussi aux pays voisins au nom de la paix. Mais Trump est venu premièrement pour chercher à faire le business. Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique. Regardez partout où il passe. Il s'enfuit après des groupes proches de lui qui prennent des marchés, qui prennent des contrats. Il n'est pas politique au sens des bouts, je voudrais citer personne, au sens pur. Il n'est pas politique pur sang. Il est d'abord businessman et avec une machine derrière lui. Et ses intérêts économiques le poussent dans des choix politiques peut-être qui ne vont pas dans la droite ligne. Alors, Trump veut venir en RDC pour faire les affaires. Il ne vient pas en RDC pour l'amour du Congo, pour nous apporter une paix qui lui rapporterait quoi? Le plus grand exemple, c'est ce que Biden a commencé, lui est plein là-dedans, d'épier, j'allais dire, le corridor de l'Obito. C'est là dit tout. Les minéraux devaient sortir du Congo par le sud, pas par l'océan Indien, mais par l'Atlantique à travers l'Angola. Donc, les États-Unis ont mis de l'argent et leurs objectifs sont clairs. Revenir au Congo, prendre leur part du marché, parce que nous avons ici ce qu'eux désirent. Les terres rares, les minéraux, tout ce que vous voulez. Et je ne vois pas pourquoi ça choquerait. Et il y a des gens ici qui peuvent penser, Trump vient ici pour apporter la paix et rentrer chez lui dormir. Mais ça, c'est vraiment rêver. Ça, c'est ne rien comprendre à la politique internationale, ne pas rien comprendre au rapport entre nations. Tout est clair. Mais c'est clair, les États-Unis viennent ici pour prendre, les Chinois avaient pris la part du lion, et les Chinois ne nous ont jamais aidés. En ce qui concerne la démocratie, la paix et autres, les Chinois viennent faire des affaires. Quand ça ne marche pas, ils se retirent, ils attendent celui qui gagne, il revient pour continuer. Alors, la démocratie, la politique, ce n'est pas leur affaire. Trump a eu au moins le mérite de mettre le doigt dans le problème, dans la plaie. Il y a un problème au Congo, un conflit qui dure pendant 30 ans, vous deux là, les protagonistes, venez. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'à ces niveaux. Les résultats sont mitigés, on ne peut pas encore, je crois honnêtement, coter ces résultats-là, mais au moins, le fait de le mettre d'accord, de négocier, c'est déjà un pas vers la solution. Pas comme certains ont voulu nous faire voir de solutions miracles, donc quand ils se rencontrent à Washington et comme par une baguette magique, les choses s'arrangent sur le terrain. Non, c'est un processus qui peut être réajusté. Ce processus semble, c'est-à-dire quoi, la situation semble s'aggraver encore davantage avec la prise du virage. Mais ce sont des soubresauts, Madame, je veux vous rappeler que si vous prenez par exemple la mine de Rubaya au Nord Kivu, on parlait de 500 000 tonnes, quelque chose comme ça, d'or, de lingots d'or, de kilos d'or, pardon, de tonnes d'or, 500 000 tonnes d'or. Alors, quand on sait qu'un kilo coûterait jusqu'à 80 000 dollars, 1 kilo, et si vous avez 500 tonnes, disons 500 tonnes, vous avez combien? Et c'est pas seulement à Rubaya qu'on en trouve, même dans le sud, un peu partout, on trouve ça. Ces gens-là ne vont pas abdiquer parce que les intérêts sont grandioses, énormes. C'est-à-dire, au-delà de cet engagement soi-disant politique, ces gens sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de courir derrière des intérêts personnels. Et derrière eux, on peut s'imaginer qu'il y a aussi des puissances qui tirent profit. Et ça, c'est une exploitation illégale et illicite des matières premières d'un pays, ce qui est aussi quelque chose de condamnable sur le plan international. Donc, ne nous attendons pas, ne nous leurrons pas pour penser que ces gens-là vont abdiquer parce qu'il y a de gros intérêts, mais je pense que ce sont des soubresauts. Si vraiment Trump est sincère, si les signataires des accords sont sincères, malgré ce qui est arrivé, les choses vont s'estomper. Il y a vraiment de quoi espérer que ça va s'arrêter. Et face à cette situation, la RDC, Kinshasa, demande des sanctions contre le Rwanda. Qu'est-ce que ces sanctions vont apporter? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces sanctions? Parce qu'on sait que la Russie, par exemple, a été sanctionnée, mais cela ne vient pas empêcher de poursuivre avec
la guerre en Ukraine. Bon, sanctions, on en a demandé plusieurs fois, et n'oubliez pas que le président de la République a même suspendu son discours, je crois, dans une rencontre en France, où il devait plaider pour la condamnation des sanctions contre le Rwanda. Les jours où il a demandé qu'il fasse la paix de braves. Et on revient à Kinshasa pour formuler la même demande. Je crois que c'est une musique qui ne donne plus. Ça ne donne plus. Je suis vraiment désolé de le dire. Si on ne s'assume pas, madame, on va le regretter. On va le regretter. Il faut qu'on ait quand même au-delà des analyses neutres, ou journalistiques, mais il faut par moment interpeller les autorités. Si on ne bouge pas, on va le regretter. Moi, je ne vois pas la sincérité en Donald Trump, je ne vois pas la sincérité en Paul Kagame, je ne crois qu'en notre gouvernement, je ne crois qu'à ce que les institutions congolaises peuvent faire. On peut beau crier, on peut beau clamer, non, condamner le Rwanda. Depuis quand on le dit? Et ça doit durer combien de temps? Je suis d'accord que le temps politique n'est pas pareil au temps social. C'est-à-dire le peuple qui souffre, qui est en train de fuir la guerre, qui est en train de subir les coups de balle, qui dort sous la musique des coups de balle à gauche, à droite, ne peut pas comprendre qu'on lui demande de patienter. Mais le temps politique a ses exigences que par moment, la patience est obligatoire. Mais ça va aller jusqu'à quand? Dans l'entretemps, il faut qu'on fasse quelque chose en interne, à tant qu'État, qui puisse rassurer la population. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et notre pays est en train de te piller. Ces ressources-là ne sont pas inépuisables. On ne peut pas quand même s'imaginer que non, c'est inépuisable. Non, ça finira un jour. Mais qu'est-ce qu'on aurait profité quand on en avait? Je suis sûr qu'aujourd'hui, si le bon Dieu, je veux dire, épuise toutes les richesses que nous avons à l'Est, la guerre va se terminer le même jour. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec Serge quand il dit que les Américains viennent pour leurs intérêts. Et ces intérêts-là n'en pas quatre chemins. Ils cherchent nos minerais pour aller fabriquer des appareils qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Donc, ils sont derrière l'argent. Ils ne sont pas derrière la paix. S'ils peuvent gagner l'argent, même sans la paix, je suis sûr que Donald Trump sera d'accord. Mais s'il ne va pas gagner l'argent avec la paix, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Regardez, madame. Depuis combien de temps la Russie a envahi l'Ukraine? Et Trump arrive au pouvoir, et vous savez, dans son plan de sortie de crise, ce qu'il propose à l'Ukraine, c'est d'abandonner les territoires déjà occupés par la Russie. Si l'Ukraine, qui est soutenue par l'OTAN, on lui fait une telle proposition, et nous, que dire de la RDC? Nous qui nous battons seuls, qu'est-ce qui ne peut pas nous proposer? Est-ce que vous croyez vraiment que l'unité du Congo, ça intéresse Donald Trump? Moi, je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne crois pas. Et je sais qu'aucun Congolais sérieux, je vous l'ai dit, de bonne qualité, ne peut croire à ça. Non, Trump veut la paix pour le Congolais. Non et non et non. Il veut de l'argent. J'ai déjà dit ici qu'il est le seul à avoir dit, si ce deal ici marche, nous gagnerons tous beaucoup d'argent. Mais pour vous qu'il ramène la paix, c'est-à-dire qu'il veut... Mais il n'a pas besoin de ramener la paix. Alors, dites-moi, comment Trump va ramener la paix au Congo? Ayons les pieds sur terre. Il va ordonner, Kagame laisse. Il ordonne à Kagame de laisser. Mais Kagame sait qu'aucun militaire américain ne viendra au front. Et déjà, Kagame a signé l'accord, non? Il a signé l'accord. Et en quoi sais-je? Kagame essaie de donner. C'est des dons par rapport à ce qui se passe au Vira. Parce que lui, là, on va dire quoi? Que c'est toujours le militaire rwandais qui continue jusqu'au Vira. Même si c'est le cas. Au niveau du narratif, tout a changé à partir du moment où on a changé, on a signé l'accord.
Maintenant, nous devons nous assumer. Nous devons nous assumer. Nos institutions doivent s'assumer. J'ai échangé ce matin avec un député parmi ceux qui veulent faire un sit-in devant l'ambassade des États-Unis. Mais c'est quoi ça? Vous savez bien que ces États-Unis-là sont complices de ce que ce n'est pas dans notre pays. Et vous allez faire un sit-in devant le complice pour que vous rapporte la paix, sachant déjà, vous-même, vous savez qu'il ne ramènera pas la paix. Mais Philippe, si les députés savent, c'est que les autorités qui sont allées à Washington aussi le savent. Non, déjà, comment les députés vont à côté? Leur travail, ce n'est pas d'aller faire les sit-ins devant l'ambassade des États-Unis. Imaginons les scénarios. Donc, ils seront en veste ou en t-shirt, et puis ils viennent devant l'ambassade des États-Unis en train de chanter ou de faire quoi? Façon de faire pression. Non, ça c'est de la politique politicienne. Merci. On veut juste s'afficher pour se donner de la santé politique. Mais si on aime réellement les Congos, on ne peut pas se permettre ça. Que les députés fassent pression au gouvernement, si besoin, dans le cadre de l'union sacrée, qu'ils fassent pression au président de la République pour que on trouve de magie. Aller pleurer devant l'ambassade des États-Unis, ça ne rapportera rien. On a fait ici contre le Rwanda, contre l'ambassade, je crois, de la Belgique, et ça ne nous a rapporté pas. Ça nous a ramené des condamnations. Quand les députés vont chercher à se mobiliser, à venir faire les sit-ins, ils ne viendront pas seuls. Ils viendront avec leurs acolytes. Et ceux-là, quand ils vont faire un nombre, des curieux viendront. Et personne n'aura le contrôle de ce qui peut se passer après. Ça sera peut-être pacifique. Donc, je ne veux pas qu'après, on commence encore à justifier. Non, comprenez, chaque manifestation, il y a des débordements. Avant qu'il y ait des débordements, évitons de le faire. Poursuivons les actions. Enfin, changeons les fusils d'épaule. Merci. Merci. Alors que Philippe minimise les sanctions, il dit que les sanctions ne produira rien. Mais j'ai vu... non, je ne minimise pas les sanctions. Vous avez dit que ça ne produira rien. Non, je dis que depuis, on attend les sanctions, mais les sanctions ne viennent pas. Ça signifie que ceux auprès de qui nous réclamons les sanctions contre le Rwanda sont avec le Rwanda. Alors, je viens dans le propos de l'opposant Martin Fayulu, qui dit que l'accord de Washington représente un piège ourdi pour le président rwandais Paul Kagame, qui était préservé face aux sanctions. C'est-à-dire que il est allé signer cet accord pour échapper aux sanctions européennes et américaines imposées depuis janvier 2025 et la résolution 2773 de l'ONU. Donc Kagame cherchait un moyen d'y échapper. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dirais, partant de Kagame, actuellement Kagame s'est dédouané. Après avoir signé l'accord, c'est la preuve, je n'ai plus rien à faire avec le Congo. Je dirais ces rencontres-là des États-Unis d'Amérique a permis à Kagame de se laver. Actuellement, si nous devons parler de Kagame pour sanctionner, on dira quoi? Kagame, tu continues à soutenir, il dira non, moi j'ai fait un accord de paix à Washington. Mais là, ça nous... Exactement. Souvenez-vous que souvenez-vous, Kagame depuis longtemps, il continuait toujours à se dédouaner. Il disait clair et net, ce qui se passe au Congo, ça ne m'engage à rien. Moi, avec le Congo, il y a le problème des FDLR. Si le Congo m'aidait à récupérer les FDLR qui sont chez lui, à ce moment-là, moi, je n'ai pas de problème. Ayant parlé de cela à Doha, ayant signé à Washington, moi, je pense que Kagame s'est dédouané. Et aujourd'hui, sur la scène internationale, Kagame n'aura pas à aller ramener à nouveau quelque chose si ce n'est pas le raccord signé à Washington récemment. À cela qui revient. Mon frère venait de le dire tout à l'heure. Quelles sont nos sanctions que nous sommes en train de présenter au devant et de notre gouvernement ainsi qu'à ceux-là qui sont en train de nous combattre? Moi, je dirais la meilleure sanction, comme venez de dire, ce n'est pas à un député de se lever matin, aller devant l'ambassade des États-Unis, aller devant l'ambassade du Kenya, aller devant l'ambassade de la Belgique pour aller faire entendre je ne sais pas quoi. Ça sera du fanfaron. Moi, ce que je peux demander à ces députés-là qui se mettent ensemble, la première sanction, si et seulement si qui sont députés à la voix du peuple, ils n'ont que d'abord à faire appel au ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense n'est pas capable, parce que c'est là où un député peut agir, c'est devant le Parlement. J'ai entendu une démarche de la sorte d'un député que le ministre de la Défense devrait être à l'Assemblée nationale. Pour faire quoi? Interpeller? Poser des questions? Ou bien lui dire que bon frère, voilà, avançons. Le Congo a un besoin d'hommes d'État. À ceux-là qui sont en train de diriger nos institutions actuellement, aux gouvernants, aux ministres, aux députés, s'ils n'ont pas encore eu un cadre de décideurs, ils vont causer du chaos pour le Congo. Si je dois vous rappeler,
Tout ce que nous sommes partis faire à Washington, il y a les CRGL qui parlaient de ça, il y a l'IAC. Pourquoi aller à Washington si on devait déjà nous mettre ensemble ici en Afrique pour dire que voilà ce qu'est dit l'IAC, voilà ce qu'est dit CRGL? Ne ramenons pas nos sentiments, nos vouloirs d'être vus pour des besoins primaires à la place des besoins secondaires pour toute une nation. Le Congo va mal, maman. Le Congo va mal. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas ces sanctions-là qui vont sauver le Congo. Le vrai sanction, c'est de voir nos militaires au front. Le vrai sanction, c'est de voir nos militaires équipés. Le vrai sanction, c'est de voir nos militaires pris en charge comme il le faut. Je vous rappelle, j'ai suivi plusieurs discours du président ainsi que d'autres gouvernements. D'autres membres du gouvernement qui soutiennent ceux qui sont de Ouazalendo. Quid de ces Ouazalendo de demain? Seront-ils pas nous de M23 bis? Parce qu'après, que ferons-nous de Ouazalendo? Sans oublier qu'il restait... Bon, prenons l'hypothèse où aujourd'hui M23 conquis. Où seront la place des Ouazalendo? Sans oublier qu'ils sont armés. Il y aura encore l'histoire du feu du pasteur, l'ancien président de la CENI, j'ai oublié le nom, qui a fait arme à plus $100? Non. Ngoïnounda. Je ne pense pas. Posons-nous cette question-là jour et nuit. Où iront les Ouazalendo? Même si aujourd'hui les M23, je ne sais pas, Rwanda, Congo, nous nous mettons ensemble sur une même table. Et les Ouazalendo? D'une part, si peut-être je pourrais enjamber le pas les dialogues nécessaires. Car j'imposerai même si possible de faire appel à ces Ouazalendo-là. Dialogue genre c'est cool. Quand je parle de dialogue, je vois un dialogue exclusif congolais-congolo. Parce que Kagame nous a déjà dit ce qui se passe au Congo ne lui concerne rien. Lui, il a déjà signé en Washington, c'est fini. Apparemment, Serge Tseka, personne ne croyait à cette rencontre de Washington. Hein. Parce que là, même, j'ai vu le porte-parole du gouvernement qui disait que nous savons que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début du processus, mais il fallait y aller jusqu'au bout, car nous croyons à la médiation américaine. Personne ne croyait. Je suis tombé sur une vidéo de Cardinal Mbongo qui réagissait à la suite de la première rencontre entre les deux présidents rwandais et congolais à Washington. Et il était dubitatif, il ne croyait pas à la démarche de Trump, et beaucoup étaient dans cette logique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, devons-nous donner raison au cardinal Mbongo? Je ne réponds pas à la question, parce que je crois que le processus de Washington n'est pas encore achevé. Je voudrais rentrer dans le passé pour trouver des éléments pour éclairer le présent. Il y a eu un conflit sanglant au sud de la RDC à l'Angola, où il y avait l'UNITA de Santos et puis MPLA le pouvoir. UNITA de Savimbi et MPLA de Santos. Et les Américains ont conclu des accords avec le parti au pouvoir, avec MPLA, avec la possibilité d'exploiter la matière. Ils ont dit à leur protéger, parce que Savimbi était pour le protéger. Protéger des Américains avec comme allié les bases arrières, le Zaïre de Mobutu. Mais quand Savimbi s'est entêté, il a voulu continuer la lutte au-delà des accords, ce ne sont pas les Américains qui sont venus. Non, c'est les troupes de l'UNITA qui se sont occupés de lui. On a vu Sassou à Brazza perdre le pouvoir et Lissouba. Et à un certain moment, quand Lissouba s'est brouillé avec le Français, ce sont les Angolais, ce ne sont pas les Français qui sont arrivés. Papa, nous sommes où aujourd'hui? Et ne pensez pas que la parole de Kagame soit une parole d'évangile. Quand Kagame nie, mais la première force en termes de renseignement, ce sont les États-Unis. Ils savent que le 1-23 sont soutenus, sont avec, pas soutenus. Travaille en concomitance avec des troupes rwandaises. Donc, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ça ne correspondait jamais à la vérité, d'autant plus que sur le terrain, on retrouve les traces des Kagame. Et si on rentre dans l'entêtement, parce qu'il y a des stratifications, il y a plusieurs niveaux de réflexion. Là, nous réfléchissons en politique, mais il y a des échiquiers que nous ne maîtrisons pas.
je donnais l'exemple de Savimbi, mais ça c'était une lecture après coup, quand les choses s'est passées, personne ne savait que ce qui s'est passé. Savimbi a été abattu dans le maquis parce que sa position a été divulguée auprès de ses adversaires et l'histoire s'est achevée. L'Angola s'est rangé dans le rang de pays qui cherchent le développement. Il y a eu quand même un essor depuis. Si réellement les Américains ont des intérêts en République démocratique du Congo, ils ont le moyen de faire taire toutes les velléités bellicistes qui voudraient que les désordres soient au Congo pour que les intérêts de certains particuliers puissent être toujours sur la table. J'ai dit, ils ont le moyen. Mais ceux-là, et je suis d'accord avec vous, quand on dit ne nous dédouane pas de notre responsabilité de sécuriser. Mais ça fait combien de temps nous ne connaissons que des replis? Je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, mais c'est notre responsabilité. Et les députés, leur rôle, ils n'ont pas été votés par le peuple américain, par le peuple congolais. C'est à eux de venir nous dire qu'est-ce qui se passe avant le gouvernement de la République. C'est-à-dire leur travail aujourd'hui, c'est d'écouter les gouvernements, d'écouter le ministre de la Défense, même à huis clos, même si ils peuvent prétendre des secrets de défense, mais c'est à eux de nous ramener les informations. À un certain moment, on a une forme de confusion de rôle. Les États-Unis ne sont pas là pour combattre à notre lieu et place. Nous ne vendons pas notre pays, nous ne vendons pas nos matières premières ici, nos minéraux, justement pour qu'eux viennent faire le travail. À un certain moment, ici, l'Union européenne avait donné, je crois, 9 millions pour qu'on puisse ramasser les ordures à Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Des contribuables américains se sont cotisés pour envoyer l'argent pour payer pour nos saletés. Mais ça, c'est la honte. À un certain moment, c'est la honte. C'était l'Union européenne et les gens sont fiers de le dire. Et comparé à maintenant, c'était l'argent des autres. C'était l'argent des autres. C'est à nous. Il y a eu la loi de programmation militaire. Il y a toutes les réformes, il y a toutes les formations. À quand le résultat de tout cela? Nous avons applaudi de demain la loi de programmation militaire, 1 milliard le mois, sans compter la modernisation de FARDC, sans compter la formation de troupes, ce qui est une très bonne chose, mais à quand le résultat? Qui peut répondre à cette question si ce n'est que le gouvernement? Et pour nous, les députés nationaux élus, au lieu de faire... Moi, je considère ça comme une fuite à l'avant. C'est-à-dire, vous voulez vous victimiser alors que c'est à vous. Nous, population, nous demandons des comptes aux députés et les députés demandent des comptes au gouvernement. Merci Serge. Il n'y a pas c'est quoi les députés. L'Union sacrée. Sur ça, il faut ajouter, madame, il faut faire remarquer qu'on a perdu Goma, on a perdu Bukavu, on veut les perdre au Vira, mais le même ministre de la Défense est toujours là. C'est curieux quand même. Et madame, je vais vous souligner également. Non, c'est-à-dire que les députés, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Hein. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Leur responsabilité ne doit pas être éludée. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Comment on peut avoir un ministre de défense alors que nous perdons tout le temps, mais on les garde? C'est ce quel genre d'entraîneur? C'est ce quel genre d'entraîneur? Et aucune interpellation. Aucune interpellation. Ne parlons pas de son interpellation. L'interpellation, il n'y en a pas. Aucune question. Le gouvernement, il est reconduit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors, la démarche des députés, il y a aussi l'Union sacrée qui est dans cette démarche. Hein. Ils appellent à une marche le vendredi 19 décembre. Ça, c'est avec le professeur Mbat. C'est pas ils vont marcher vers où? Je veux savoir. L'Union sacrée va marcher pour s'adresser à qui? Parce que c'est l'Union sacrée qui est au pouvoir. Aux États-Unis, il est sanctionné. Les États-Unis ne sont pas les gouvernements congolais, madame. Arrêtons Et après l'accord, hein? Après l'accord, les États-Unis sont devenus le gouvernement congolais, effectivement. Donc, la plateforme au pouvoir va marcher pour demander aux États-Unis de faire respecter l'accord au Rwanda. Étant au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'Union sacrée va marcher pour demander aux États-Unis de dire au Rwanda de respecter l'accord. Sachant que les accords internationaux s'appliquent de bonne foi. De bonne foi. Ça signifie quoi exactement, cette affaire-là de bonne foi? Si tu n'es pas fort, on ne te respectera pas. Alors je veux bien qu'il marche.
Si ça va changer quelque chose, tant mieux. Mais si ça ne changera rien, alors il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent et c'est le moment. Parce que on va arriver à quoi? Il y aura une forte mobilisation que personne ne va contrôler ce qui va arriver après. Non, ils seront... Et donc je ne voudrais pas qu'on arrive dans les débats sur les débordements plutôt que sur ce qui devait être fait exactement. Et là, le gouverneur de la ville doit s'assumer. Il n'autorise pas, mais il encadre si il dit que les conditions sont réunies pour cette marche, c'est bien. Mais j'aimerais savoir pour quel objectif. Et s'il y a débordement, qui endossera la responsabilité? Franchement, j'en ai dit aujourd'hui à un député, nous ne sommes pas, en fait, les Congo n'est pas une province de freestyle. Aucun militaire américain. Vous avez suivi les messages, le tout dernier, de madame de la MONUSCO, Bintou Keïta, avant son départ. Ce qu'elle a dit sur les Congos. Et il a dit aussi qu'aucun militaire étranger ne viendra mourir au Congo. Ça ne dit pas qu'on fasse. Même si demain les entreprises américaines doivent venir s'installer au Congo, mais c'est au gouvernement congolais de leur assurer la sécurité. Tant qu'on n'aura pas montré aux Américains qu'en venant chez nous, vous serez en sécurité, malgré l'accord, ils ne viendront pas. C'est pourquoi j'ai dit que Donald Trump, dans ce propos, il a tout faux. Parce que quand il dit que c'est ça qu'il va faire, donc venir récupérer les minerais, il ne les récupérera pas parce qu'il ne va pas trouver la sécurité pour les récupérer. Et qu'il ne viendra pas avec les militaires américains. Donc le plus important ici, c'est que d'abord mettre le gouvernement congolais, ou le gouvernement doit se mettre dans les conditions d'assurer la sécurité, et les investisseurs, même meilleurs plus que ceux des Américains, viendront. Félicitations. On n'aura pas besoin de faire les marches pour attirer les investisseurs, on n'aura pas besoin de faire le tour du monde pour attirer des investisseurs. On n'a qu'à installer, réunir les conditions qui garantissent l'investissement. Je vais finir. Le KTV Katoto. Encore Moïse Katumbi. Je l'ai suivi sur TV5. On parle de ces investissements en Angola. On lui pose la question, mais comment tu es congolais et tu vas investir autant d'argent en Angola? Il dit, je suis opérateur économique. Le premier mot, ou le maître mot pour nous, c'est la garantie de sécurité. Il n'y a pas un investisseur qui viendra là où il règne l'insécurité. Il n'y en a pas. Et qui assure la sécurité? C'est l'État. C'est l'État. Et donc, lorsque vous voyez une plateforme qui dirige les pouvoirs, organiser une marche pour exiger à un autre État de faire respecter l'accord à un autre État, et que dans la foulée, des députés aussi disent qu'ils vont faire un sit-in pour demander aux États-Unis de faire pression sur le Rwanda à respecter l'accord, je veux que ça soit réel. C'est pas trop nature. Je veux que ça soit réel, madame, mais j'ai comme l'impression qu'on marche sur la tête. Je me posais ici tout à l'heure la question. Le Congo, c'est maintenant le 55e État des États-Unis d'Amérique, ou bien nous sommes un État à part entière. C'est à nos députés de nous. Si nous sommes un État à part entière, ils n'ont qu'à faire leur travail, madame. On parlera de la diplomatie. Mais de quelle diplomatie? La diplomatie égale aussi à l'état de force. Souvenez-vous de ce que l'ancien président de l'Assemblée nationale a dit. C'est maintenant. Ils étaient encore loin. Ils n'étaient pas encore arrivés à Goma. Ils étaient encore loin là-bas. C'était à ce moment-là que la diplomatie devait régner. Chers frères, venez. Que vous réclamez de quoi? Non, pas ça. Nous voulons ça. Non, pas ça. Attendons-nous sur ça. Mais nous avons attendu. Actuellement, c'est Uvira. Qui ne sait pas que Uvira, c'était une porte close? Des décennies, personne n'a su dépasser Uvira. Mais aujourd'hui, Uvira est tombé. Mais un député qui s'élève le matin, qui garantit à la population, chers frères, demain je serai dans la rue. À la place de dire, chers frères, demain je fais venir le ministre de la Défense. Il doit nous expliquer. Toujours des replis stratégiques. Toujours des replis stratégiques. Et tout ce que la population congolaise fait étant contribuable les Congolais. Qu'est-ce qu'ils font? L'argent du peuple va où?
Ça devait acheter des armes, ça devait équiper les militaires, ça devait renforcer l'armée. Mais quid de tout ça? C'est les États-Unis qui doivent nous venir en aide. C'est trop sombre. Très, très sombre, madame. J'aimerais également faire comprendre aujourd'hui à nos dirigeants que le Congo n'appartient pas à ceux-là qui se prétendent faire farouche à l'égard de la rue. Mais je me pose encore une autre question, madame. Le gouvernement, les députés, aujourd'hui nous avons 97% de la majorité présidentielle. Maintenant, dis-moi, ils seront à la rue face à qui? Le pouvoir face au pouvoir dans la rue. Oui, avant, on voyait Kabila au pouvoir, et puis il y avait l'UDPS qui était à la rue, Fayoulou et les autres. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS et ses alliés au pouvoir. Mais c'est l'UDPS et ses alliés dans la rue. Madame, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, quelle option prendre face à la pression ou la poussée du rebelle de notre pays? Nos pères ainsi que les CC se sont mis ensemble. Ils ont ramené plusieurs solutions. Avant même de voir Bukavu Goma tomber, nous sommes Congolais de prime abord, nous sommes Africains. Et les problèmes du Congolais ne peuvent que se terminer entre nous Congolais. Nous sommes appelés à se mettre sur le même plan, parler, voir qu'est-ce qui ne va pas, faire qu'est-ce qu'il y a. Nous devons de l'hypothèse de Donald Trump, qu'il viendra prendre nos minéraux. Bon, quid? C'est une question essentielle. À quoi bon ne pas dire, bon frère, toi tu te bats là-bas, tu veux quoi? À la place de dire à Donald Trump, toi viens récupérer, tu dis à ton propre frère, frère récupère ça. Parce que nous, Donald Trump nous a fait comprendre qu'il viendra prendre les minéraux qu'il prend déjà. Sans oublier que Donald Trump ne viendra pas, parce qu'il n'y aura pas l'armée américaine ici au Congo. Pourquoi? Parce qu'à l'heure que nous sommes en train de parler, toutes les zones occupées ne sont pas occupées que par les M23 par FCF. Il y a des multinationaux, dont on peut aussi citer les Américains. Maintenant, pour que nous puissions voir la présence des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement de voir la personne de Trump avec les investisseurs actuels. Même les investisseurs maintenant qui sont là, ces investisseurs-là sont américains. C'est-à-dire, d'une part, si nous devons aller dans le sens du syllogisme, les États-Unis d'Amérique est déjà en train d'opérer et de récupérer les minéraux que Donald Trump nous a ramenés aujourd'hui au devant du monde, que je viendrai donc officiellement aujourd'hui. Il nous a informé, je pourrais dire, je suis au Congo, maintenant je vais vous faire comprendre comment je prends. Merci. Merci, madame. Alors, Santé, quand on va finir par vous, comment vous voyez la suite après la prise d'Ouvira? Est-ce qu'il y aura une trêve ou soit la situation va encore s'aggraver? Je pense que maintenant, à ce net moment, les états-majors sont en train de s'activer et que les négociations de pourparlers ont repris au plus haut niveau. Nous n'avons pas toujours l'information à temps réel. Et déjà la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette progression vers Ouvira? Quel est le message que les uns et les autres voudraient transmettre? Analyse de tout cela, nous pourrons trouver des réponses à ces questions. Mais ce qui est sûr, le fait de briser quelques jours ces pactes qui a été signé à Washington démontre à suffisance qu'il y a des gens pour qui la paix n'est pas une priorité. La paix ne doit pas se réaliser. Et à côté de cela, je note que ces accords ont été signés au plus haut niveau. Jamais accord, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ne s'est joué à assez haut niveau. Il y va de la réputation, sans appuyer la démarche de nos députés, du gouvernement américain, du président Trump, de protéger sa signature. C'est-à-dire, c'est vrai que l'accord signé n'est pas contraignant, ne contient pas de clauses qui obligeraient les uns et les autres des sanctions contre ceux qui ne le respectent pas. Mais en politique, en réelle politique, il y a toujours le moyen. J'ai cité l'exemple de Savimbi tout à l'heure. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas transporter des troupes, nécessairement. Aujourd'hui, on peut prendre des mercenaires, on peut utiliser même ces faiblards-là. Notre armée qu'on est en train d'humilier, de présenter comme une armée faible. Contrairement à mes convictions, moi je pense qu'il y a peut-être un dysfonctionnement. Il y a dans la chaîne des commandements des choses qui ne marchent pas. Je ne suis pas militaire et puis le moment n'est pas propice à ces genres d'analyse, que nos militaires sont capables d'exploits. Ils l'ont démontré par le passé. C'est-à-dire qu'il faudrait croire, il faut garder l'espoir. Mais
avoir eu un esprit d'ouverture. Doha, Washington, Luanda, Nairobi ne doit pas occulter les besoins des discussions entre nous parce que le sang a trop coulé. Des vies ont été tellement fauchées et qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons la possibilité à travers ces accords de nous parler et de trouver, je ne dis pas un semblant de paix, de retrouver la paix. Que les gens puissent revenir chez eux. Des milliers de personnes aujourd'hui vivent en dehors de leur milieu de vie, sans compter ceux qui ont quitté Ouvira pour Kalemi ou Bujumbura. Donc, nous avons l'obligation, sincèrement, nos dirigeants, nos élus, ont la responsabilité de faire tout, d'activer tous les moyens à leur disposition. Quand je dis tout le moyen, je dis tout pour que cet affront, ce que nous connaissons, puisse cesser, mais surtout que la population congolaise de l'Est puisse vivre dans une certaine quiétude. 30 ans, c'est trop. 30 ans, c'est exagéré. Alors, il est temps qu'on puisse redevenir sérieux, utiliser tous les moyens. Si on doit utiliser les États-Unis, si on doit utiliser les voies, mais on doit se poser la question, depuis, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui manque à notre solution? Quel ingrédient ajouter pour que nous puissions enfin trouver des solutions? C'est possible. Merci. Et c'est la fin de ce numéro de kiosque. Merci Philippe Kazadi. Je vous en prie. Merci Félicien Birunga. Merci, madame. Merci Siantseka. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Motiri, à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. Bon début de week-end. Joyeux Noël à vous tous qui nous suivez. Nous nous retrouvons lundi.